à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du cycle des 52 minutes d'ICOM France. Alors pour celles d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, c'est un cycle qui propose de donner la parole à un ou une professionnelle du réseau ICOM pour nous parler d'une problématique, d'un sujet en particulier, avec un temps de parole relativement bref et un temps ménagé pour les échanges. Donc on rejoint aujourd'hui Sophie Delpierre. Sophie, tu es responsable du département protection du patrimoine à ICOM et nous allons parler aujourd'hui des luttes et de l'engagement d'ICOM International dans la lutte contre le trafic des biens culturels. Avant de te céder la parole, je voulais évidemment remercier les organisateurs du CITEM qui nous font la gentillesse de nous accueillir au sein du salon pour cette session. C'est la première fois qu'on fait cet exercice en duplex, donc j'espère que tout se passera bien. Et sans plus perdre de temps, je te parle la parole donc pour une vingtaine de minutes et on emménagera un petit temps d'échange à l'issue évidemment pour poser toutes les questions que vous avez à poser à Sophie. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Merci à ICOM France de donner la parole au secrétariat général de l'ICOM. Merci de nous accueillir dans le cadre de 152 minutes et de cet exercice si spécial. Donc. Alors, il m'a été demandé de vous parler de l'engagement de l'ICOM et de la communauté muséale dans son ensemble sur la protection du patrimoine culturel en général, mais la lutte contre le trafic des biens culturels en particulier. Donc ça va être mon exercice. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai choisi de focaliser sur un outil qui peut-être est connu, peut-être qui n'est pas connu. J'essaierai de satisfaire à la fois les uns et les autres. Mais je ferai quand même des clins d'œil à d'autres projets que nous avons, puisque finalement, tous ces projets s'imbriquent les uns dans les autres. Mais il me semblait que survoler l'ensemble des projets n'était peut-être pas l'idéal. Je vais juste vous parler un peu plus d'un outil en particulier, mais évidemment, sur la séance de discussion, je serai tout à fait ouverte à parler d'autres projets si vous le souhaitez ou si vous préférez. Donc, voilà. Donc, la question de la protection du patrimoine culturel en général, donc, et j'insiste, puisque la lutte contre le trafic, c'est une des perspectives de cette protection, est un sujet qui est traité de longue date par le Conseil international des musées. Je ne suis pas ici pour vous refaire l'historique, mais encore une fois, si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à poser des questions. Le premier point qui, pour moi, m'importe en ce moment, c'est évidemment la visibilité qu'a ce sujet en ce moment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous entendez certainement parler plus que d'habitude de cette question. Mais on en a parlé un peu plus tôt lors de l'excellente session modérée par Stéphane sur la sécurité des musées. La médiatisation des vols récents a fait que cette thématique de la sécurisation et de la sécurité et de la sûreté des musées est aujourd'hui plus à l'avant-plan. Et d'un autre côté, dans un tout autre angle, mais qui se rejoint, la situation géopolitique et la crise que nous connaissons au niveau mondial aujourd'hui montre encore une fois, rien de nouveau, mais c'est une lumière particulière qui est apportée, à quel point les conséquences, alors qui sont évidemment en premier sur les catastrophes humanitaires, bien sûr, mais la vulnérabilité du patrimoine culturel dans ces situations de conflit, mais pas que. Moi, je préfère parler de situation d'urgence, comme ça englobe aussi la partie que certains n'aiment pas d'appeler catastrophe naturelle, mais au moins on comprend ce qu'on veut dire. Donc la partie conflit armé et la partie des catastrophes naturelles. Ces situations particulières, et les experts l'expliquent très bien, à chaque fois qu'une situation de ce genre se présente, à chaque fois le patrimoine culturel est menacé dans son ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle de parler du patrimoine immobilier, même du patrimoine immatériel. Moi, je vais plutôt focaliser sur les objets eux-mêmes et ce qui peut être fait. Mais à chaque fois, ces situations de vulnérabilité font que le trafic des biens augmente de façon, on va dire, proportionnelle. Donc c'est vraiment important. Et ce matin, le point a été mentionné et je ne peux qu'y souscrire. Nous devons réfléchir aux questions de prévention, d'action et de reconstruction de façon holistique. C'est vraiment très important de le comprendre.
Encore une fois, ce n'est pas le but aujourd'hui d'en faire un argumentaire. Ce sont des faits, ce sont des observations et il est vraiment important de comprendre ça. Et avant de commencer, parce qu'en ce moment, c'est vraiment notre quotidien, je voudrais simplement faire une petite minute de parenthèse. Et croyez-moi, ce n'est pas de la démagogie. Je voudrais juste qu'on réfléchisse 2 minutes à la situation de nos consoeurs et de nos confrères dans ces pays en crise qui font un travail remarquable et admirable pour mettre leur collection à l'abri, prévoir des mesures de protection, des mesures d'évacuation, en mettant parfois leur propre sécurité de côté. Et je trouve leur courage, et vraiment, sincèrement, je pense mes mots, puisque comme nous essayons de monitorer le suivi des collections et le suivi des musées dans ces pays, on est quasiment quotidiennement en lien avec nos comités nationaux sur place. Et voilà, il me semblait nécessaire, avant de commencer à parler des outils qui sont créés grâce à ces mêmes professionnels, de saluer leur dévouement et leur engagement qui sont vraiment admirables. Voilà. Donc, parlons de l'ICOM, parlons de ce travail qui est fait. Alors, peut-être pas ici dans les situations d'urgence, quoique certaines listes sont des listes rouges d'urgence. Mais c'est très important de comprendre aussi, et encore une fois, je suis désolée si c'est des choses que vous savez déjà, mais de comprendre la particularité du rôle de l'ICOM sur ce sujet. L'ICOM, c'est une organisation non gouvernementale créée par et pour les musées. Alors, pas que pour, parce qu'il y a des outils qui vont bien au-delà, mais c'est vraiment très important de comprendre qui nous sommes pour comprendre ce que l'on fait. Donc ça, c'est primordial. Évidemment, on va travailler, on a une collaboration très proche sur cette thématique avec l'UNESCO, avec UNIDROIT, de parler de conventions importantes, avec Interpol, avec l'Organisation mondiale des douanes et de plus en plus d'autres acteurs. Mais nous avons cette particularité d'être une organisation de professionnels qui permet, grâce à son immense réseau, de pouvoir aller très vite comprendre quels sont les besoins de terrain et de répondre d'une certaine façon. Mais je le dis souvent, le liste rouge, c'est un outil puissant, un outil important, mais ce n'est pas la panacée non plus. Donc voilà, ça fait partie d'un ensemble d'outils qui travaillent les uns avec les autres et qui viennent se compléter. Alors, pour parler plus précisément des listes rouges, c'est un outil qui a été pensé, publié pour la première a été publiée en 2000, mais le concept a été réfléchi, pensé dans les années 90, on est à peu près en 97 si ma mémoire est bonne, avec une certaine impulsion de la secrétaire générale de l'ICOM de l'époque, Madame Elisabeth Ponsol-Desportes, qui, dans le cadre d'ateliers, de réflexion, de conférences, a posé avec les professionnels des musées, et à ce moment-là, c'était les professionnels des musées africains, a posé un constat. On était aussi à une époque où on commençait la réflexion, il y en avait déjà, mais elles sont arrivées beaucoup à cette période, des bases de données d'objets volés qui permettent de lutter aussi contre le trafic des biens culturels. Or, à ce moment-là, on réfléchit à ces bases de données. Je le survole, mais c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à un outil comme l'Object ID qui a été développé exactement à la même période. Et parce que les professionnels des musées se sont dit, il n'y avait pas que l'ICOM dedans, mais l'ICOM a été un acteur important, de dire on commence des bases de données, très bien, mais comment est-ce qu'on rentre les données dans les bases de données? Quelle est la façon dont on décrit un objet? Alors ça peut paraître très basique si vous êtes un professionnel. Cela étant dit, nous on le fait encore l'exercice aujourd'hui dans nos ateliers spécifiques sur cet outil. On met un objet au milieu d'une table, on met les 20 personnes ou 30 qui font partie de l'atelier, souvent même du même pays, et on demande, sans rien comme ça, de faire la description telle qu'ils le font normalement pour l'inventaire et leur documentation. Eh bien, souvent, nous avons 20 descriptions complètement différentes de l'objet. Alors, imaginez à l'échelle d'un musée ou d'un pays comment ensuite ça peut se multiplier quand on travaille à l'international et qu'on doit avoir des bases de données que l'on espère et qu'on le souhaite toujours interopérables. C'est impossible. Donc, je pense qu'ils avaient fait un excellent travail. C'est quand même un travail qui a duré plusieurs années,
qui a quand même mis autour de la table plus de 80 pays, multisectoriels. Il y avait la police, il y avait même les assurances, les musées, enfin, c'était très large, pour dire, eh bien voilà, on a 9 catégories, de ces 9 façons-là, on décrit un objet. Après, si les pays peuvent aller plus loin, super, mais au moins ces 9-là. Donc voilà, outil qui est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui, puisque quand Interpol a sorti son application ID Art, eh bien, l'ID Art permet donc de voir la base de données d'objets volés, mais permet également d'enregistrer, de faire une espèce de description rapide d'enregistrement d'objets. Eh bien, ils ont pris la description proposée par Object ID. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas cet outil. Il est extrêmement basique, mais extrêmement nécessaire. Le sujet, le titre, les mesures, voilà, c'est vraiment des 9 catégories, un peu plus simple, une façon de prendre des photos, parce que les photos sont ô combien nécessaires. Mais voilà, sur la question de l'inventaire, c'est chez nous un cheval de bataille, je dois vous le dire, de la documentation, mais j'y reviendrai juste après avoir parlé des listes rouges. Donc, je replace un peu le contexte, années 90, développement de bases de données. Une décennie avant, on parlait du code de déontologie, donc, puisque 1986. Aujourd'hui, je ne vais pas en parler, mais si vous avez des questions, pas de problème, puisqu'on est en pleine phase de révision de ce code qui, lui aussi, a un rôle en matière de protection du patrimoine culturel, puisqu'il aborde les questions de sécurité, de documentation, d'inventaire, de diligence requise au moment de l'acquisition. Enfin voilà, que des thématiques propres, évidemment, à la lutte contre le trafic des biens culturels. Donc, revenons à nos moutons, la liste rouge. On est dans les années 90, on réfléchit à comment participer, comment les musées peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice en matière pour trouver des outils qui vont s'occuper de cette question. Alors, au départ, l'ICOM était surtout, comme d'autres organisations, sur la question des objets volés. C'est pour ça que vous avez la série des 100 objets disparus, qui étaient des publications qui rappelait, enfin qui condensait l'information sur une centaine d'objets volés d'un pays ou d'une région. C'était une façon d'aborder les choses qui était très bien. Mais au fur et à mesure des développements sur les objets volés, il y a tout un pan du trafic qu'on voyait comme n'étant absolument pas abordé. C'est toute la partie des fouilles illégales. Puisque sur cette partie-là, évidemment, c'est absolument évident ce que je vais raconter, mais à partir du moment où des fouilles se passent illégalement sur un site, les objets n'ont forcément jamais été inventoriés, photographiés. Voilà, donc c'est des objets inconnus qui se baladent. Donc c'est impossible qu'ils soient dans les bases de données d'objets volés puisqu'on n'a aucune information à leur égard. Mais que faire avec ces objets-là ? Comment en parler ? Comment informer ? Et comment donc faire en sorte que les gens soient sensibilisés à cette question. Et c'est de là qu'est venue l'idée des listes rouges, puisque les listes rouges, et encore excusez-moi si vous connaissez déjà l'instrument, mais je préfère toujours le rappeler, les listes rouges, il y a parfois une incompréhension sur l'outil. On lit parfois liste d'objets volés, ce n'est absolument pas ça. Les listes rouges ont été établies pour répondre à ce besoin de comment informer sur des objets qui ne sont pas inventoriés. Et là, l'idée, pourtant très simple, mais extrêmement efficace, et croyez-moi, extrêmement difficile à mettre en œuvre, c'est de dire, dans un pays ou dans une région, d'analyser les objets les plus à risque. Pas ceux qui ont la plus grande valeur, pas les plus uniques, les plus à risque. C'est une perspective très spéciale et très spécifique. Donc l'idée, c'est dans un format qui est relativement petit, et c'est fait exprès, et je vous expliquerai aussi pourquoi, c'est de montrer des typologies d'objets qui sont considérés comme particulièrement vulnérables dans un pays donné. Alors, il y a 3 critères principaux pour établir une liste rouge. C'est une vulnérabilité avérée, donc on étudie quand on a une demande d'un pays ou d'une région d'établir une liste rouge. On ne répond pas à toutes les demandes. Il y a une vraie étude qui est faite, sinon on en aurait déjà 50 ou même plus. Mais on a une vraie étude qui est faite parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas toujours non plus le bon outil. Parfois, c'est un défaut de législation qui doit être corrigé. Parfois, c'est un manque de services ou de police spécialisée. Voilà, s'il y a un problème de trafic, ce n'est pas forcément la liste rouge le bon outil. Mais si c'est le bon outil, on va commencer à travailler avec les experts de cette culture, de ce pays,
Mais il y a vraiment cette question d'anticipation, d'étude de est-ce que c'est cet outil qui est nécessaire pour le besoin établi. Deuxième point, il faut qu'il y ait que la législation nationale protège les dits objets. Pourquoi ? Parce que si nous, on s'embête à faire des listes rouges, on prend du temps aux experts, ils accordent notre temps, on les déploie, on les traduit, on les distribue, elles sont utilisées, les polices les utilisent dans le cadre de leurs enquêtes, les douanes saisissent, et qu'à la fin, il n'y a pas de base légale pour rendre, tout ça ne sert absolument à rien. Donc le deuxième critère, c'est qu'on étudie si le pays ou la région a la législation nationale qui est nécessaire. Deuxième point. Et troisième point, extrêmement important aussi, on étudie le marché de ces biens. Est-ce qu'il y a une demande sur le marché de l'art ? J'entends le marché de l'art, pas le marché de l'art. Parce qu'il peut y avoir un appel d'air éventuel dans une situation donnée. Donc, ce sont les trois critères, vulnérabilité, législation et marché de l'art. Une fois que ça s'est établi, on va travailler avec les experts. Souvent, la grande partie, c'est des experts nationaux, mais il arrive aussi qu'on ait des experts de cette culture, mais dans un autre pays. Ça arrive tout à fait. C'était le cas quand on a fait la liste Libye. On avait un très grand expert français spécialiste de la Libye qui a travaillé avec nos experts libyens. Mais ça, le groupe d'experts se fait assez facilement. La première chose qu'on va leur demander, c'est d'analyser les grandes catégories d'objets vulnérables. Souvent, les objets archéologiques, je pense que sont dans toutes les red lists, mais ça va dans tous les sens. Ça peut être la numismatique, ça peut être des textiles, ça peut être la particularité du Brésil, c'était qu'il y avait les fossiles et les objets ethnographiques. Enfin, on va analyser avec eux les grandes catégories. Et puis, l'exercice le plus difficile, je pense, pour les experts, c'est de choisir des objets dans leur collection, puisqu'encore une fois, ce ne sont pas des objets volés, des objets dans leur collection qui sont emblématiques, qui peuvent montrer à un douanier, à un policier dans un autre pays qui n'a absolument aucune connaissance de cette culture, de dire, bon, si tu vois ce type de statuette Nok, si tu vois ce type d'ouchepti, si tu vois ce type de textile ukrainien, attention. On ne dit pas, et là encore une fois, une autre incompréhension qui rôde parfois dans ce que je peux lire, c'est on ne dit pas que c'est volé. On dit simplement à la personne qui utilise la red list, policier, douanier, musée qui est en train de faire une acquisition, maison de vente qui est en train de mettre ce type d'objet en vente, on dit simplement, si vous voyez ça, l'ICOM vous dit que c'est vulnérable, que c'est en demande sur le marché et qu'il y a une législation qui protège. Donc par exemple, au douanier, s'il voit l'objet qui se balade sans sa documentation, double red flag de la liste rouge et du manque de documentation. Donc, ça veut dire on attire l'attention des acteurs de la circulation des objets sur des typologies d'objets. C'est pour ça que le choix est difficile, c'est que j'appelle souvent ça l'arbre qui cache la forêt, mais il faut choisir le bon arbre qui donne la bonne idée de ce que c'est cette forêt. Donc forcément, c'est des débats pour choisir l'objet qui va être le plus approprié. Mais bon, ça s'arrange toujours, évidemment. Et puis, c'est l'établissement de ces listes rouges. Alors, souvent, on focalise aussi sur les objets, mais ce n'est pas que ça, puisque nous, on donne également, en général, un contact direct national. Ça veut dire qu'on peut réagir très vite. On parlait dans la thématique de ce matin de la chaîne de communication. Eh bien, le fait d'avoir un contact direct. Alors, au départ, c'était plus trop focalisé. Aujourd'hui, on demande vraiment des adresses génériques qui puissent passer de personne en personne. Et aussi un résumé des législations, des accords bilatéraux, des ratifications de conventions internationales qui sont tout à fait relatives à ce sujet. Même chose pour que la personne qui devra appuyer son argumentation pour suspendre la vente, suspendre la circulation, arrêter l'objet, puisse avoir tout de suite la base légale qui pourra justifier de cet arrêt, on va dire, de cette suspension. Voilà, les listes rouges, on en a une vingtaine pour l'instant. Les toutes dernières, c'est la Grèce et la Turquie. D'ailleurs, comme Grèce est là aujourd'hui, donc que je salue et que je remercie une nouvelle fois
pour l'immense aide, puisque, et c'était un peu aussi pour ça que j'ai fait cet hommage tout à l'heure, c'est l'ICOM. Nous, au secrétaire général, on est une 30aine de personnes, tous services confondus, mais notre force, et encore une fois, ce n'est pas de la politesse, voilà, c'est les 60 000 membres à travers le monde qui, eux, sont mobilisés et se mobilisent pour toutes les thématiques de l'ICOM. Bon, évidemment, moi, je vais regarder plutôt les thématiques de protection du patrimoine culturel. Mais sans eux, il n'y aurait pas eu l'Object ID, il n'y aurait pas les Red List. J'oublie de dire qu'en ce moment, on est en train de réviser la Red List afghane, qui date de 2006. Oui, c'est encore un format un peu... Et parce que les experts de l'Afghanistan nous ont dit que le trafic avait quand même beaucoup changé depuis sa publication, donc on est en train de la revoir. Même chose pour le Pérou. Et puis là, nous sommes vraiment en train de travailler ardemment sur la Red List, la liste rouge Soudan, vu aussi la situation au Soudan. Voilà, c'est un outil. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'Object ID, je n'ai pas beaucoup parlé du code de déontologie, je n'ai pas du tout parlé de l'Observatoire, qui est un autre outil celui-là technologique que l'ICOM a mis en place il y a une dizaine d'années et est complètement en train d'être revu aujourd'hui pour vraiment servir de ressource pour comprendre ce que c'est ce trafic, quels sont les outils qui existent et donc éviter la duplication et être une base de ressources tous azimuts, je dirais, tant sur des questions de restitution que sur des questions de provenance, que sur des questions de législation, que sur des questions de qui fait quoi, de quel pays est engagé de quelle manière, est-ce qu'il y a une police spécialisée. Donc on est en train de travailler à toute la refonte du site avec, encore une fois, les experts, puisque je pense qu'il y a, je suis absolument certaine qu'il n'y a aucun de nos projets qui se fait en vase clos. À chaque fois, chaque projet a au moins 1, 2, 3, plus comités de l'ICOM engagés. J'ai beaucoup axé mon propos aujourd'hui sur les comités nationaux, puisque voilà, c'est aussi une façon de montrer à ICOM France ô combien nous apprécions le support, tout ce que vous faites autour de cette thématique, l'aide que vous apportez à chaque fois qu'elle a été demandée. Voilà, je vois Madame... Juliette qui est là aussi, je suis ravie. J'aurais pu parler aussi de tout le travail qui a été fait au moment de la crise ukrainienne, quand l'ICOM France s'est mobilisé pour trouver, pour que aussi tous les musées qui se sont mobilisés en province pour apporter du matériel qu'ensuite vous avez organisé avec Chenu pour rapporter jusqu'en Pologne et organiser la suite. Parce que voilà, c'est ça en fait. S'il y a un mot à retenir de l'ICOM, si vous ne connaissez pas l'ICOM, c'est cette mobilisation, cette entraide, cet échange de bonnes pratiques. On en parlait ce matin également. J'oublie de mentionner, c'est pas très bien de ma part, tous les comités internationaux qui, eux, focalisent sur des thématiques. Et donc, je vois Stéphane Teffo qui est là et qui est membre d'ICOM Sécurité. Donc forcément, vous devinez bien quelle est la thématique qu'ils suivent. Mais j'aurais pu parler d'un autre comité qui... est pour nous fondamental. Alors, il était appelé CIDOC, aujourd'hui il s'appelle ICOM Documentation, puisque en général, que ce soit dans des conférences, dans des ateliers, grand format, petit format, que ce soit une conversation informelle ou plus formelle jusqu'au G20, quand aussi l'ICOM prend la parole au G20, et qu'on aborde les questions de protection du patrimoine, s'il y a une chose à retenir, une chose sur laquelle il faut concentrer certainement son attention quand on veut lutter efficacement contre le trafic de biens culturels, quand on est un musée, c'est pas la liste rouge, c'est pas l'observatoire. La première et la chose fondamentale et cruciale, c'est les inventaires et les documentations. Un documentaire qui doit être à jour, qui doit être complet. C'est la première étape pour lutter contre le trafic de biens culturels, pour protéger le patrimoine culturel. Il y a aussi la gestion des réserves, il y a aussi les plans d'action d'urgence que nous mettons en œuvre, que d'autres organisations mettent en œuvre également. Il y a des process qui existent. Trop souvent, on entend, on ne sait pas où... Mais voilà, des outils existent, des outils traduits, des experts sont à disposition. Il y a vraiment moyen de mettre beaucoup de choses en jeu. Mais c'est vrai qu'au niveau international, donc je ne parle pas que la France, hein, mon rôle aujourd'hui, c'est de parler à l'international. Il reste encore énormément de choses à mettre en œuvre pour agir davantage sur la prévention que sur l'action d'urgence ou la reconstruction.
où évidemment tout le monde se démène pour que les choses se remettent en place, etc. Mais en termes de prévention, il reste encore énormément de choses à faire. Des choses, et on l'a dit tout à l'heure, des choses qui coûtent peut-être de l'argent, mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites sans que ça coûte beaucoup d'argent. C'est du temps, c'est de l'investissement, c'est une volonté politique aussi parfois, c'est une volonté des professionnels aussi pour d'autres fois. Donc voilà, c'est nous en tout cas, s'il y a bien un mot qui va revenir systématiquement dans toutes nos interventions, qu'elles soient en espagnol, en anglais ou en français, c'est inventaire, documentation. Et là-dessus, on peut travailler, puisqu'on parle de plus en plus de bases de données, etc., et de data. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que beaucoup, en tout cas, j'ai dit dans la majorité, c'est pas vrai, mais beaucoup d'outils technologiques aujourd'hui mis en place, et si vous voulez, je peux vous en parler dans les questions, se basent sur les données à disposition. Or, qui dit données, dit inventaire et données. Sinon, la machine ne peut pas fonctionner. Et nous, on travaille avec des sociétés qui ont des apps, qui ont de la reconnaissance d'images. La première chose qu'ils nous demandent, c'est de la data. Donc, encore une fois, pour revenir à la chose essentielle, les inventaires, comprendre ce qu'on a dans nos musées, c'est mieux les protéger. Voilà, ce sera mon mot final. Merci Sophie, c'est un très beau mot de la fin qui nous renvoie évidemment aux fondamentaux qui sont ceux de notre profession. Je vais laisser du coup la place à quelques questions. Je ne sais pas si on en a en ligne, est-ce qu'il y en a dans la salle également? Pas encore. Je vais peut-être en poser. Il n'y a pas encore de questions en ligne. Ah, tu as une question en ligne, Léane, on t'entend? Non, je répondais à ta question, il n'y a pas encore de questions. Pas encore de questions, n'hésitez pas en ligne à vous manifester dans le chat. Et je crois que madame, voilà, vous aviez une question. Je vais vous passer le micro peut-être. Ouais, ça rejoint d'autres interventions qui ont été faites aujourd'hui ou hier. Quel est l'usage de l'IA dans la gestion justement de ces listes rouges? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, pour l'instant, les listes rouges n'ont pas été constituées avec les... On n'a jamais utilisé l'IA pour faire des listes rouges. Au contraire, il y a trop d'objets. Les experts, en général, quand on commence les premières sélections, de quels objets mettre dans les listes rouges, je me souviens que pour la liste rouge régionale, c'est une double. Il y avait 10 pays du sud-est européen. Donc, vous voyez, c'est une double. Il doit y avoir 120 objets, à peu près. Je pense que la première sélection, elle est à 600. Donc, on n'a pas besoin à ce moment-là de reconstruction d'objets. Ça, c'est une partie de la réponse. On n'a pas besoin de reconstruction parce que là, on a assez de matériel. Maintenant, si c'est l'IA dans le sens reconnaissance d'images, ça se fait déjà et on est déjà dans des projets depuis plusieurs années sur ce type d'utilisation de l'IA. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Parce que pour moi, l'IA, il y a vraiment deux... Par exemple, j'en parlais il n'y a pas longtemps, l'UNESCO a mis en place un musée virtuel des objets volés et a utilisé l'IA pour une partie de la reconstruction de certains objets puisqu'ils ont été volés. Donc, c'est une façon d'utiliser l'IA pour combler un vide. Bon, c'est une possibilité que nous, on n'est pas encore allé sur ce terrain-là. Par contre, utiliser l'IA pour tout ce qui est reconnaissance d'images, pour cibler le plus vite possible l'information pertinente, notamment par des applications qui pourraient un jour être mises dans les mains de policiers, de douaniers, que sais-je, en disant, plutôt que de devoir chercher dans des listes rouges qui sont en plus de plus en plus nombreuses, c'est que la machine pourrait scanner l'objet et dire et là, il pourrait avoir plusieurs résultats. Attention, c'est dans la base de données d'Interpol, c'est volé. Cet objet-là, enfin, ce serait incroyable, ça serait très bien. Mais après, ou alors plutôt un bip-bip qui dirait, attention, c'est dans une liste rouge. Donc, on ne dit pas que celui-là, il est volé, mais on dit que celui-là, il est protégé, il doit être documenté, il ne peut pas circuler comme ça. Donc, attention, vous checkez 2 fois plus. Et puis d'autres, ou alors c'était dans un catalogue, ou que sais-je. En fait, les possibilités technologiques, pour l'instant, elles sont assez infinies. Mais nous, on travaille déjà avec des sociétés et des prestataires et des gens plus que nous, on appelle vite fait techno, depuis, je dirais, 4-5 ans maintenant. Donc, c'est déjà plus qu'en cours. Notamment, il y a une société française qui travaille de façon très proche avec l'OCBC et qui utilise déjà ce genre de technologie avec la base de données. Donc, je ne sais pas si c'était ça, si j'ai répondu à votre question convenablement.
Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle ou en ligne? Léa, n'hésite pas à nous faire signe. Moi, j'en ai Nous avons une. une question en ligne. Tu en as une? Oui. Je peux te laisser je crois qu'il y a la relire. Oui, bien sûr. Alors, la question est de Roberto Light. Étant donné que le commerce de l'art joue un rôle central dans la circulation internationale des objets culturels, quelles seraient, selon vous, Madame Sophie Delepierre, les meilleures pratiques pour renforcer un dialogue transparent et constructif entre les musées et les acteurs du marché de l'art, tout en prévenant efficacement le trafic illicite? Bien sûr, merci pour la question. Le dialogue avec le marché de l'art est ininterrompu depuis de nombreuses années maintenant. Il y a aussi tout le travail qui est par exemple fait au sein de l'UNESCO sur ces mêmes questions. Là, le prisme qui a été choisi via l'UNESCO, c'est plutôt le prisme de la déontologie et de règles déontologiques. Et en ça, par exemple, l'UNESCO nous a approchés à l'époque, donc là aussi ça fait un certain nombre d'années, nous a approchés parce que l'ICOM, ayant un code de déontologie pour les professionnels des musées, qui aborde des questions similaires, notamment sur l'acquisition, bien qu'on on a un travail qui n'est pas le même, mais sur certains points, le fait d'avoir, nous, un code depuis très longtemps, 40 ans, fait qu'il y a une certaine expérience. Et donc, à l'époque, l'UNESCO avait, puisqu'on est partenaire, proposé qu'on vienne à ces réunions-là avec le marché de l'art pour leur expliquer comment c'était notre démarche et aussi leur permettre de nous poser des questions par rapport à ces démarches. Donc, nous, on se voit régulièrement, on se rencontre régulièrement. La coopération est très intéressante. Encore une fois, on ne fait pas du tout le même métier, mais sur certains points, l'entraide peut être soulignée. Voilà, je ne sais pas si, encore une fois, c'était ça la question, mais on a... Comment dire, pour peut-être compléter et être un peu plus aussi clair sur mon propos, c'est de dire à partir du moment où on est acteur de la circulation des biens culturels, et les musées sont un acteur de la circulation des biens culturels, on a une responsabilité. Mais on a tous une responsabilité différente. Donc sur certains points de commun, on peut parler de ce qu'on fait les uns les autres, éventuellement voir l'une ou l'autre bonne pratique, mais pour les autres, c'est vraiment un engagement... du secteur, en fait. Et nous, on travaille pas mal avec les acteurs du marché de l'art français, puisque le siège de l'ICOM est en France, donc ça aide beaucoup, mais aussi avec les grandes maisons de vente d'autres pays très connus et qui, eux-mêmes, avancent sur ces démarches. Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a eu dans le passé quelques réunions tendues, parce que, voilà, parfois, certaines personnes ont des positions un peu dogmatiques sur certains points. Alors que si on met comme objectif la lutte contre le trafic des biens culturels, on devrait davantage se rejoindre sûrement. Est-ce que ça avance? Certainement. Est-ce que ça devrait avancer plus vite? Certainement aussi. Merci. Moi, j'ai une question à te poser sur les collaborations. Tu citais en début d'intervention un certain nombre de partenaires et d'interlocuteurs récurrents. ICOM France, vous l'avez peut-être vu, a relayé il n'y a pas si longtemps que ça une enquête que vous menez avec Interpol. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de cette collaboration et de ce projet? Oui, merci pour la question. Alors, évidemment, je l'ai dit aussi en début de propos, la médiatisation des vols récents a fait que ce sujet est remonté politiquement très vite aussi. Et donc, intérêt du public, donc intérêt politique, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et la collaboration avec Interpol est aussi une collaboration de très longue date. Ouais, Stéphane pourrait en parler. Parce que, encore une fois, depuis longtemps, on a eu des actions communes, des ateliers communs où on a fait s'entendre et se rencontrer les professionnels de musées et le secteur qu'on appelle des LEA, qui est Law Enforcement Agencies, la police et les douanes. Encore hier, je revenais de mission, j'étais en Roumanie, et on a eu l'opportunité, dans le cadre d'un atelier, d'un de nos projets qui s'appelle Prisme, d'avoir autour de la table procureurs, police et musée. Parce que dans le cas de la Roumanie, ce trio, il marche bien. Ils se connaissent, ils s'appellent, ils ont confiance. Elle a été établie. Malheureusement, encore dans beaucoup de pays, il n'y a pas ce lien-là. Ici, je sais que l'OCBC travaille très bien avec les musées. Mais ça, c'est quelques exemples. Mais dans beaucoup de pays,
le lien entre police, parce que c'est eux, parfois aussi, dans le cadre de leurs enquêtes, qui ont des objets dans leurs enquêtes, qu'ils ont accès à certains objets, et se pose aussi la question des faux. Est-ce qu'on est devant un objet authentique? Est-ce qu'on est devant un objet faux? Comment développer à partir de là? Donc, ils ont besoin du soutien des professionnels du musée pour cette partie-là, à tout le moins. Donc, ça nous arrive depuis longtemps de travailler ensemble, voilà, sur ces thématiques. Et donc, au niveau international, c'est un peu le miroir. ICOM travaille depuis très longtemps avec Interpol. Donc, les vols récents, donc la médiatisation, donc le besoin de synergie. Donc, les deux organisations se sont rapprochées pour voir s'il n'y avait pas, sur base d'un besoin de travailler ensemble. Donc, les autorités compétentes se sont rencontrées. ICOM Sécurité a été invité bien sûr à la table des discussions pour voir s'il y avait matière à aller plus loin. Donc on est dans le cadre d'une opération conjointe pour le moment, et afin de, encore une fois, on pourrait toujours se précipiter vers quelque chose de rapide et qui pourrait être vite publié en disant voilà, on fait quelque chose. Ce n'est pas tellement la méthodologie que nous on choisit jusqu'ici, et je pense que c'est tant mieux. D'abord, le besoin de terrain. Analyser ce qu'il se passe sur le terrain en matière de besoins, en matière de sécurité, et à partir de ce besoin spécifique, de développer des actions. Donc, on a commencé par une enquête avec des questions plutôt fermées, sur une vingtaine de questions sur non seulement les abords du musée, l'intérieur du musée, les capacités du staff, enfin voilà, vraiment des questions. Il y a des questions très larges, très faciles, et des questions beaucoup plus compliquées aussi sur des cas, si l'institution a déjà connu ce type de choses, si éventuellement il y a eu de la coopération interne. Voilà, on pose des questions parfois aussi un peu compliquées parce qu'on a besoin de savoir quel est l'état des choses. Mais on essaye d'avoir une vue internationale. Et ça, c'est long pour pouvoir aller chercher les réponses qui soient aussi pertinentes en France qu'au Chili, qu'en Chine, ou qu'au Burkina. Donc, ça prend du temps. On voit large. On veut, pour l'instant, voir large. On verra si plus tard, on a besoin de resserrer un peu. Mais c'est sur base de cette enquête et des résultats de cette enquête où les besoins seront évalués qu'on pourra, à ce moment-là, décider quelle perspective on prend pour nos actions. Une perspective de bonnes pratiques, de guidelines, de training, d'un outil qu'on n'a jamais encore fait avant. Pour l'instant, c'est trop tôt. Je ne connais pas les résultats puisqu'on est pour l'instant dans le moment de l'enquête. Et c'est pour ça qu'on compte sur nos comités nationaux, puisque l'enquête s'adresse en premier lieu à nos membres institutionnels. Donc, on a besoin que nos comités nationaux aillent vers leurs membres institutionnels pour dire « réponds à l'étude, c'est un sujet important ». L'ICOM bâtira probablement la prochaine décennie de travail sur cette enquête. On ne va pas refaire des enquêtes tous les 2 ans. Donc voilà, je pense que la prochaine décennie de lutte contre le trafic des biens culturels, accès, sécurité et sécurisation, sera basée sur les résultats de ce travail. Évidemment, le fait d'avoir Interpol avec nous aide également à avoir ce regard qu'eux ont, qui est spécifique à leur travail, à leur profession, aussi de voir ce qu'eux ont besoin en termes de questions. Donc ça a été co-drafté, ça a été discuté et validé assez rapidement. Je pense qu'en 2 mois, c'était plié. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est on harcèle pour que les gens répondent au questionnaire. Donc répondez si vous êtes concerné. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je vous amène le micro. Tu en avais une aussi, Léane? Oui, en ligne. Bon, alors, pose ta question en ligne peut-être, parce que comme ça on fait passer le micro. Très bien. Alors, c'est une question de Laïc Hamadi. Par rapport à l'Afghanistan, est-ce que l'ICOM met à disposition une base de données ouverte ou des outils numériques permettant d'identifier, de documenter et de tracer la provenance des objets archéologiques afghans? Et par ailleurs, pourriez-vous préciser les mécanismes de coopération entre l'ICOM, Interpol et les autorités douanières aux frontières aériennes et terrestres en matière de prévention, de détection et de restitution des biens culturels afghans issus du trafic illicite?
j'espère me rappeler de tout. Mais... Alors, sur la première question de base de... Est-ce que nous, on a des bases de données, d'objets volés? C'était ça la question? Donc non. Si c'est volé, non. Pour nous, dès qu'on nous parle d'objets volés, on redirige systématiquement sur Interpol. Voilà, ils ont une base qui est faite pour ça. Encore une fois, absolument pas d'intérêt de dupliquer. Est-ce qu'on a une base de données d'objets vulnérables? J'ai envie de répondre, c'est la Red List. Je pense que c'est... La question est portée sur les objets archéologiques afghans. S'il y a une base de données ouverte et des outils non, on n'a pas de sur, base de données, on n'a aucune base de données d'objets, genre inventaire par exemple. Est-ce que l'ICOM conserve des inventaires ou des regroupements ou des listes d'objets d'un pays? Non. Cela étant dit, c'est une question qui est à l'étude. Parce qu'il nous arrive souvent de voir que dans un pays qui, comme tout notre travail, c'est beaucoup de la prévention, de réfléchir à comment anticiper. On a aussi vu à de nombreuses reprises des inventaires, et là pour le coup c'est encore plus malheureux parce que ça avait été fait, mais au moment de la rafle dans le musée, tout a été raflé. Or, une des choses qu'on demande, mais bon, ça c'est, je rentre un peu dans les détails, mais dans le suivi, par exemple, chose qu'on oublie un peu, qu'on oublie souvent, c'est que par exemple, nous, dans nos process, on se demande toujours que l'inventaire soit copié 2 fois. Donc pour qu'il y ait en fait 3 copies. Une au musée, une, mais là s'ils décident, au ministère par exemple, et une, par exemple, dans une institution sœur. Par exemple, l'institution des archives ont l'inventaire du musée et le musée c'est des archives. Enfin, on demande toujours qu'il y ait plusieurs copies parce que à plusieurs reprises, on a perdu l'inventaire au moment de perdre la collection. Donc, la question a déjà été posée, elle reste ouverte. Est-ce que l'ICOM, un jour, pourrait être une espèce de dépôt final de data? Ça s'étudie, mais pour répondre à la question, non. Parce qu'il faudrait des moyens. Enfin, bon, je n'ose imaginer puis la durabilité, puis la propriété de ces informations. Enfin, évidemment, ça rouvre plein de portes derrière, mais pour répondre rapidement à la question, non, on n'a pas de liste d'objets archéologiques. Et la deuxième, c'était davantage sur la coopération police-douane, c'est ça? Oui, à la frontière aérienne et terrestre. Et Silicom fait quelque chose pour ça? Est-ce que vous avez des mécanismes de coopération entre l'ICOM, Interpol et les autorités douanières aux frontières? Alors, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, parce que ce n'est pas notre travail à nous de suivre ce qui se passe aux frontières. Encore une fois, il faut laisser les gens travailler sur quoi ils sont compétents. Donc, non, on ne va pas travailler. Par contre, ça va fonctionner dans l'autre sens. Si jamais les services de police et de douane ou de douane ont des besoins particuliers en termes de documentation, s'ils ont besoin d'informations, s'il manque quelque chose pour lequel l'ICOM pourrait apporter sa pierre à l'édifice, bien sûr, mais ce sera plutôt dans ce sens-là. Mais nous, on n'est pas, et je pense que c'est tout à fait normal, on n'est pas dans l'enquête préliminaire. S'il y a un investissement, ce sera sur des professionnels bien identifiés, choisis par ces services, qui vont surtout aider dans cette partie d'identification des biens. Voilà, la coopération ne se fait pas là, en fait, se fait ailleurs. Oui, moi j'avais une question, justement pour rebondir sur les faux, donc vous mentionnez. Est-ce que la liste rouge peut faire l'objet d'une liste des objets à risque d'être copiés? Enfin, oui, de faire l'objet de contrefaçon ou de faux. Parce que je sais pas, je trouve que c'est pas toujours très clair là-dessus que ça peut être l'objet de ça ou pas. Alors, est-ce que ça pourrait faire aussi l'objet d'une liste comme ça? Et est-ce que le fait de montrer... j'imagine que votre tâche est ardue quand même, c'est pas évident, mais ça pourrait pas justement aussi contribuer à la modification du marché en montrant que ces objets justement sont très ciblés, et donc d'indiquer aux faussaires de se rabattre sur d'autres pièces
qui serait moins dans le viseur et donc de stimuler en fait le changement du marché. Mais évidemment, j'ai conscience que votre tâche n'est pas évidente là. Donc voilà, c'est mes 2 questions. Non, merci pour cette question. Je vais prendre la deuxième en premier parce que c'est régulièrement qu'on nous la pose. C'est de dire, est-ce que l'ICOM n'est pas en train de dire, regardez là. Voilà. En fait, et souvent d'ailleurs, je compare ça avec le reproche qui est fait à l'UNESCO de dire, ça c'est patrimoine mondial. Évidemment, mais je laisse l'UNESCO de côté, je vais répondre pour nous. Alors, je comprends la question, mais je pense que c'est pris à l'envers. Si nous, on fait une red list, c'est parce qu'il y a du trafic. Donc, on est en train de rien dire de nouveau. Au contraire, on construit un outil à partir des données qu'on a eues objectivement, que ces biens-là sont trafiqués. Donc, il nous arrive parfois d'avoir cette question, mais je la retourne en disant, en fait, c'est l'inverse. On fait la red list parce que donc venir dire qu'après l'ICOM a pointé tel objet, non, puisque c'est nous-mêmes qui avons vu que c'était déjà trafiqué. Alors bon, après c'est des débats sans fin évidemment, et les gens feront leur opinion, l'opinion qu'ils voudront de ces questions, mais pour nous c'est le cheminement inverse. Donc voilà, ça c'est un point. Et l'autre, c'était les faux. Alors les faux, grand débat, ça demanderait une après-midi pour discuter rien de ce problème, parce qu'on a parfois eu il y a un vrai débat sur les faux. Alors une liste rouge d'objets faux, non, à mon avis ça non, parce que ça portera une énorme confusion à ces questions. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Par exemple, il y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une très belle expo aux archives sur les faux. Mais les faux, plein de faux. Il y avait des faux de billets de banque, il y avait des faux de produits et des faux d'objets culturels. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut le détruire parce que voilà, ou est-ce qu'il faut le garder pour montrer que ça, c'est toute la pédagogie. Pour moi, c'est un choix de pédagogie. Est-ce qu'il faut montrer ce qui est mal fait pour faire comprendre ce qu'il ne faut pas faire, ou il faut absolument pas en parler, comme ça on donne pas de mauvaises idées. Ça, c'est un choix que je laisserai à l'appréciation de gens qui travaillent sur ces questions. Mais pour nous, ce qui est absolument fondamental, et peut-être que je ne l'ai peut-être pas assez dit dans ma présentation, je pense que je ne l'ai pas dit du tout d'ailleurs, c'est qu'il faut bien comprendre aussi qu'on demande, et on en a parlé aussi ce matin, parce que ce matin, il y a beaucoup de choses qui résonnaient, on demande aussi au grand public, aux gens dont ce n'est pas du tout le métier, de se mobiliser, de protéger. Mais je vous tiens le pari, sincèrement, au moment de l'invasion de l'Ukraine, où tout le monde disait qu'il faut absolument protéger le patrimoine ukrainien, je vous mettais au défi de trouver quelqu'un lambda qui savait exactement ce que c'était que le patrimoine culturel ukrainien. Et je vais vous dire la vérité, même moi, je ne sais pas du tout. Je ne savais pas où regarder. Donc c'est en ça que travailler avec ICOM Ukraine, avec des gens de terrain qui connaissent leur culture comme personne, et les gens des archives et les gens des bibliothèques qui ont participé, parce qu'il y avait aussi du trafic de ce côté-là, de venir dire, écoutez, si le monde veut bien nous aider à faire attention au trafic qui va vraiment avoir lieu, puisque c'est toujours ainsi, si on va vous montrer le type de bien où vous devez mettre les yeux. En gros, c'est un peu ça. C'est ça, les listes rouges. Encore une fois, je dis toujours, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'outil ultime, c'est un outil parmi d'autres. Mais comment voulez-vous mobiliser là, le monde entier tout le monde n'est pas historien de l'art ou archéologue ou que sais-je. C'est très difficile d'aller faire un atelier au Chili et de parler des biens culturels d'Afrique de l'Ouest qui sont potentiellement voilà, comment voulez-vous? Donc c'est important de commencer déjà par leur dire écoutez, déjà regardez ça, et puis après, et je vous assure que pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu, ça fonctionne. Ça fonctionne souvent dans mes PowerPoint, je montre des cas d'objets où on a la photo du policier ou du douanier, et puis en regard, ils mettent la photo, enfin, ils mettent la page de la liste rouge. Et bien sûr que cette tablette cunéiforme était possiblement de l'Irak ou de la Syrie ou que sais-je. Voilà, mais il faut leur donner ça. Et éduquer l'œil, ça fonctionne. Ça fonctionne, surtout dans les secteurs qui ne sont pas a priori à appétence de protection du patrimoine culturel.
Et je suis convaincue que si aujourd'hui l'ICOM en fait encore et qu'on est toujours en demande d'en faire, c'est parce que c'est un outil si simple. Si simple. Alors je sais bien qu'il y a des experts qui tournent peut-être un peu de l'œil quand ils voient que c'est juste 2 à 4. Mais encore une fois, commençons par là. Et le reste suit. Et on le voit d'ailleurs. Après, ils peuvent aller enfin, je sais pas, à la bibliothèque, trouver des livres. Et là, on va voir l'explication en long, en large de ce que c'est une statuette Ma de Côte d'Ivoire ou des bracelets d'Asia, de Roumanie. Ils pourront aller plus loin, mais ce premier regard, ce premier j'ai déjà vu ça quelque part, ça fonctionne très bien. Et on a des très bons retours sur cet outil. Après, il est perfectible, il a évidemment des défauts qu'on essaie de corriger au fur et à mesure. Merci beaucoup, Sophie Delupierre, d'avoir accordé un peu de ton temps pour présenter ce travail. On est très heureux d'avoir pu offrir cet espace de parole et de présentation. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis sur place. Merci à toutes et tous qui nous avez suivis en ligne. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de ce cycle, le 30 avril, toujours à 12h30. Merci beaucoup et à bientôt. Rick.